Bon après-midi. Je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Au nom de l'équipe du Knowledge Hub, le centre de connaissances, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes à notre première séance d'information sur la recherche du centre, le projet Flourish, intitulé Approche collaborative pour le soutien aux survivants. Aujourd'hui, nos présentatrices parleront pendant environ 10 minutes. Veuillez entrer vos commentaires ou questions sur les présentatrices sur slido.com en utilisant le code que vous verrez sur les diapositives lorsque la présentation commencera. Pendant les 5 à 10 dernières minutes de notre présentation, je poserai vos questions à nos présentatrices. Le lien vers les diapositives a été envoyé par courriel plus tôt ce matin. Je suis heureuse de vous présenter nos estimées intervenantes. Une certaine Wangari Tarao est la directrice de la recherche et des programmes du Centre de santé communautaire Women's Health in Women's Hands. Elle est actuellement la coprésidente nord-américaine du Conseil de coordination du programme de la délégation des ONG de lutte contre le sida des Nations unies et est cofondatrice de plusieurs réseaux locaux, provinciaux, nationaux et internationaux. Sa coprésentatrice, Muna Hayden, est une responsable de recherche et de programme et une consultante basée à Toronto. Elle est membre d'une équipe de recherche provinciale qui étudie la prévalence du VIH et des facteurs associés au sein des populations clés. Muna est membre du conseil consultatif communautaire du projet Because She Cares. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à nos conférencières. Bon après-midi à toutes, à tous. Je m'appelle Wangari Tarao et je vais faire une présentation sur le projet Flourish avec ma collègue Muna Hayden. Notre présentation est basée sur un projet pluriannuel qui a été financé par l'Agence de santé publique du Canada et mis en œuvre par Women's Health in Women's Hands, un centre de santé communautaire qui travaille avec les femmes racialisées de Toronto. Nous travaillons à partir d'un cadre féministe pro-choix, antiraciste et anti-oppression et multilingue en utilisant une approche intersectionnelle qui intègre les déterminants de la santé importants pour les femmes racialisées. Nous travaillons sur les MGF ou EMGF avec les femmes, les défenseurs et les leaders des communautés concernées depuis les années 90. Nous avons d'ailleurs mis en place le premier programme de formation au Canada pour les prestataires de services en 1991-92. Lorsque le gouvernement du Canada a cessé de financer ce travail, la plupart des programmes, y compris le nôtre, ont pris fin. Et nous avons été gratifiés de recevoir de l'argent pour mettre en œuvre ce programme-ci. Nous aimerions commencer notre présentation en remerciant l'équipe avec laquelle nous avons travaillé, nos 2 employés qui ont mis en œuvre le projet pendant les 3 années où nous avons été financés et le comité consultatif communautaire avec lequel nous avons travaillé, ainsi que la collaboration de la recherche GenderNet+, qui travaille et met en œuvre la recherche sur les EMGF. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas que les EMGF, que plus de 200 millions de femmes et de jeunes filles ont subi cette procédure, qui comprend l'ablation intentionnelle pour modifier ou endommager les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Et elle ne présente aucun avantage pour les femmes et les jeunes filles qui ont subi cette procédure. Le projet visait à soutenir les survivantes de mutilations génitales féminines au niveau communautaire et dans l'ensemble du programme. Nous avons créé des outils et des ressources qui, nous l'espérons, seront utilisés par les personnes touchées par les mutilations génitales féminines et celles qui travaillent avec elles. Prochaine diapositive. Revenez à l'autre diapositive de Muna, je dois vous parler des objectifs du programme.
Il s'agissait de développer un cadre pour les fournisseurs de services, de développer un réseau durable de leaders et d'organisations communautaires pour soutenir les communautés EMGF et les femmes qui ont été affectées, ainsi que le développement de ressources pour les survivantes, ainsi que les médias pour renforcer la voix des femmes et de leur communauté afin de parler réellement contre la pratique et de marcher vers son élimination. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. De nombreuses activités ont été financées par le programme. Nous avons réalisé une analyse de l'environnement avec environ 84 participantes qui comprenaient une enquête, des groupes de discussion et des ateliers communautaires. Les participantes comprenaient des survivantes de l'EMGF, des femmes prestataires de services aux victimes notamment, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des bénévoles de cliniques de santé sexuelle. Nous avons créé un comité consultatif composé de dirigeants, d'organisateurs communautaires, de survivantes des EMGF, de personnes intéressées par ce travail, notamment des étudiantes, des experts en art, ainsi que des participants au programme. Nous avons consulté plus d'une centaine de dirigeants communautaires, de prestataires de services, de chefs religieux et de représentants d'organisations afin de bien comprendre ce qui se passe au sein des communautés, les perceptions autour de la pratique, ainsi que les lacunes qui pourraient exister dans la prestation de services. Nous avons mené de nombreuses activités de sensibilisation lors de divers événements, y compris lors de la Journée internationale de tolérance zéro des mutilations génitales féminines, de la Journée internationale de la femme et d'autres activités de sensibilisation touchant aussi des centaines de personnes. Nous avons organisé 6 ateliers artistiques axés sur la narration d'histoire, donc avec la narration numérique en tournée, afin de créer des ressources basées sur l'expérience acquise lors de la procédure. Nous avons élaboré un cadre de prestation services tenant compte des traumatismes et organisé 3 ateliers interdisciplinaires à l'intention des prestataires de services tenant compte des traumatismes. Nous avons rédigé un document d'orientation sur les EMGF afin d'éclairer les actions à venir. Et nous allons rassembler toutes ces ressources dans une boîte à outils que nous distribuerons aux différentes parties prenantes. Ensuite, veuillez noter que parmi les prestataires de services qui ont participé à l'enquête, 61% ont indiqué avoir rencontré des femmes qui souffraient de MGF et 23% ont rencontré des clientes souffrant de complications dues au MGF. 46% des prestataires de services interrogés ont indiqué qu'ils n'étaient pas aussi confiants dans la fourniture de soins liés au MGF et 30% n'étaient pas du tout confiants. 75% des médecins et autres prestataires de soins se sentaient insuffisamment formés et 93% souhaitaient des possibilités de formation. Et Mouna, ma collègue, va prendre la relève. Merci Wangari. La deuxième partie de la présentation poursuivra le dialogue sur la production de connaissances et abordera également certaines conclusions et activités stratégiques d'échange de connaissances. En plus de l'enquête, nous avons également recueilli des informations qualitatives pour l'analyse de l'environnement auprès de 6 groupes de discussion avec des survivantes de la MGF. Quelques thèmes restent cohérents dans les 6 groupes de discussion. Il s'agit notamment de la santé sexuelle et reproductive, des relations interpersonnelles, des expériences des femmes en matière de soins de santé et de la santé mentale. Je vais aborder quelques-uns dans les diapos à venir. En ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, les difficultés pendant la grossesse ont été un thème commun, certaines femmes établissant un lien entre les MGF et les grossesses compliquées ou les fausses couches. Elles ont également discuté du processus de MGF en grand détail et ont pu se rappeler les différentes étapes de leur vie où la MGF s'est croisée, par exemple, être coupée ou cousue fermée pendant l'enfance, réouverte à l'âge des débuts sexuels, défibulation pendant le travail et réinfibulation après le travail. Les participantes ont également exprimé leur intérêt pour la reconstruction du clitoris, mais se sont montrées méfiantes quant à la nature onéreuse de telles procédures.
En ce qui concerne la santé mentale, le manque de soutien spécifique à la santé mentale des MGF a été largement discuté. Certaines femmes exprimant leur désir d'accéder à des conseils pour traiter les traumatismes de la petite enfance résultant des MGF. Les répercussions qui en découlent recoupent souvent les aspects psychologiques, sociaux et physiques. Par exemple, le traumatisme émotionnel peut être déclenché par des interactions et les activités quotidiennes. La miction pourrait être un simple rappel quotidien que les autres femmes n'ont pas à faire face à ce problème. Le fait d'avoir des interactions négatives avec les prestataires de soins de santé a également été mentionné comme une expérience déclenchante, tout comme le fait de perdre sa communauté en raison de la migration et le sentiment d'être généralement méprisé. Au cours de ce projet, il nous est apparu clairement que les professionnels de la santé, y compris les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, n'étaient souvent pas conscients des nombreuses conséquences négatives de la MGF sur la santé et que beaucoup n'étaient pas suffisamment formés pour reconnaître et traiter les problèmes de santé des survivantes de la MGF. Les survivantes elles-mêmes ont également parlé de cela et ont spécifiquement mentionné leurs expériences avec les médecins de famille, les gynécologues et travailleurs sociaux et les sentiments d'inadéquation qu'elles ont éprouvés dans ces interactions. Pour résumer ces activités, nous avons invité environ 75 participants à assister à une formation de base pour les fournisseurs de services qui vise à promouvoir l'échange de connaissances entre les fournisseurs de services, les participantes, ça comprenait des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des promoteurs de la santé de tout l'Ontario. Les côtés de connaissances comprenaient des experts mondiaux et des experts locaux en MGF. Et la formation a intégré toutes les connaissances tout au long du projet et a été dispensée sous la forme d'un programme d'une journée entière. 92 des participants ont fait état de changements dans leurs connaissances à la suite de la formation d'une journée entière et ont déclaré qu'ils intégreraient les connaissances acquises dans la pratique, notamment en améliorant leurs connaissances sur les MGF, ainsi que les besoins en soins des femmes qui ont survécu au MGF. Ils s'emploieraient également à créer des espaces plus sûrs pour que les clientes puissent partager leurs expériences et travailleraient à la mise en place de soins adaptés à la culture et au sexe des patients. Ils ont aussi parlé de la stigmatisation dans leur pratique et dans d'autres organisations, de la nécessité d'une approche fondée sur le traumatisme, ainsi que de la formation et du renforcement des capacités de leurs collègues. 84 des répondants trouvaient que le produit de connaissance ou l'événement lui-même était précieux et 73 des participants ont estimé que le contenu leur a permis d'atteindre un équilibre approprié pour répondre à leurs besoins. Ainsi, certains des enseignements tirés de ce processus qui nous ont été utiles en tant que prestataires de services et chercheurs communautaires comprennent la manière d'utiliser, de comprendre les données, mais aussi d'écouter les expériences des personnes si et quand elles divergent des données. L'intégration du retour informel d'informations et formel en tant que mécanisme et l'éducation de tous les fournisseurs de services sur les obstacles institutionnels. Et la pièce maîtresse que nous avons tirée de cette expérience a été de comprendre les expériences des personnes ayant vécu les MGF. À cette fin, nous allons continuer à mener des recherches avec nos partenaires. Nous allons plaider en faveur de l'accès aux soins, de la réduction des obstacles identifiés dans la recherche qualitative en mettant l'accent sur la lutte contre le racisme anti-noir et sur l'utilisation de lignes directrices antiracistes et fondées sur des lignes directrices pour promouvoir la sécurité culturelle à tous les niveaux. Nous finissons aussi, comme l'a mentionné Wangari, la diffusion de notre boîte à outils qui comprendra tous les matériaux de projet qui sont largement partagés et nous publierons également notre document politique que nous avons terminé et nous attendons avec impatience d'identifier de plus grandes ressources pour aider à promouvoir la durabilité. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Et merci à toutes. Nous avons des questions, Mouna et Wangari, et j'aimerais ne pas perdre de temps et y répondre directement si vous êtes d'accord. L'une des premières questions est la suivante. Pouvez-vous nous expliquer comment le grand nombre de prestataires de services a été impliqué dans ce projet? Oui, je peux répondre, Wangari. Nous avons donc fait participer des prestataires de services au projet à tous les stades, comme nous l'avons fait avec les membres de la communauté. Les prestataires de services ont donc fait partie de notre comité consultatif. Ils ont aidé à guider notre projet dès le début
Et nous avons également des réseaux profonds en tant que centre de santé communautaire avec des prestataires qui fournissent des soins centrés sur les femmes. Nous avons également utilisé nos connexions avec les centres de recherche centrés sur les femmes. Et c'est ainsi que nous avons pu recruter des personnes expertes dans ce domaine. Et l'un de nos partenariats les plus solides est celui avec GenderNet, qui comprend également un grand nombre de prestataires de services. Merci, Mouna. Une autre question est de savoir si vous avez trouvé un lien entre les jeunes femmes et les jeunes filles qui ont survécu aux mutilations génitales féminines et qui sont victimes de trafic sexuel ou de travail sexuel. Nous l'avons fait. Je vais répondre à ceci, Mouna. L'atelier de narration numérique que nous avons organisé, la plupart des participantes étaient en fait des jeunes femmes qui ont écrit sur leur expérience de la pratique, d'avoir subi la pratique à partir d'ici et qui qui ont été ensuite retournées chez elles où la pratique se ferait à leur insu. Et elles pensaient simplement qu'elles allaient en fait rendre visite à leur famille élargie, par exemple. Mais elles ont en fait subi l'intervention pendant qu'elles étaient là. La plupart des participantes sont donc venues ici ou sont nées ici dans des familles issues des communautés touchées. Nous n'avons donc pas vraiment rencontré de jeunes femmes victimes de la traite où les données que nous avons générées n'ont pas mis en évidence cette expérience. Merci, Wangari. L'une des questions est la suivante. Si vous pouviez citer quelques points que doivent absolument savoir les prestataires de soins de santé, ce qu'ils doivent absolument savoir lorsqu'ils reçoivent des patientes qui ont survécu à la MGF. Je pense que je vais dire quelque chose, Mouna, et vous pourrez ensuite ajouter à ce que je vais dire. Je pense que l'une des choses les plus importantes qui a été soulignée est que les prestataires de services doivent savoir ce qu'est réellement la MGF, qu'ils doivent s'informer, découvrir les implications pour les femmes qui sont touchées par cette pratique et aussi comprendre qu'elles auront besoin de procédures spécifiques lors d'un accouchement et pendant la naissance afin de pouvoir les soutenir beaucoup plus efficacement. L'autre élément que nous avons appris, c'est que les femmes veulent être traitées avec respect. Respect, cela veut dire respecter leur culture, vous respectez ce qu'elles sont, leur identité personnelle et nous les traiterons comme vous le feriez avec une personne issue de votre culture qui entre dans le système de santé. Donc, le respect et la compréhension de ce que vous devez faire avec elles dans le contexte des MGF, vous n'attendez pas d'elles qu'elles vous apprennent ce qu'il faut faire en tant que prestataire de service. Vous devez faire ce cheminement vous-même. Mouna, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, vous avez merveilleusement résumé la question. Je me demande si vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous entendez par parfois les femmes sont forcées, sans le savoir, de révéler leur mutilation génitale féminine. Pouvez-vous donner un exemple et nous aider à mieux comprendre ce que vous entendez par là? Oui, donc la divulgation dans le contexte du partage d'informations avec vos prestataires de services, une attente à laquelle les femmes sont souvent habituées. Certaines femmes de notre groupe de discussion décrivent des cas où elles ont été forcées de divulguer des informations à des prestataires de services qui n'étaient pas les leurs, soit comme une opportunité d'enseignement pour d'autres prestataires qui se trouvaient dans le centre, soit en raison de l'insensibilité de leur prestataire principal qui faisait appel à un assistant pour venir jeter un coup d'œil à l'examen de la cliente. Il s'agissait donc souvent d'expériences traumatisantes pour les femmes. Donc, quand je parle de divulgation forcée ou divulgation involontaire, il s'agit de révélations que les femmes n'étaient pas prêtes à faire à quelqu'un d'autre que le fournisseur principal. Merci. Cela clarifie les choses.
Vous avez mentionné, nous arrivons à la fin, vous avez parlé de la trousse à outils et beaucoup de groupes de discussion et une partie de la formation que vous avez suivie a eu lieu en Ontario. Sera-t-elle disponible à l'échelle nationale et au-delà? Et si oui, comment les gens y auront-ils accès? Ou le feront-ils à l'avenir? Comment peuvent-ils y accéder? Oui. Alors nous, allez-y. Non, allez-y. Alors, nous espérons que la boîte à outils sera largement accessible au niveau local, national et international. Nous travaillons avec d'autres prestataires de services qui font également un travail similaire et nous espérons partager nos conclusions avec eux pour les aider dans leur démarche. Et une fois qu'elle sera prête, nous essaierons de nous assurer que l'imagerie et la diffusion sont absolument parfaites avant de la lancer. Elle sera accessible sur notre site web de recherche www.iwhresearch.com. C'est merveilleux. Vous êtes notre premier couple donc de chercheuses à partager un rapport de recherche et c'est vraiment une pépite riche de découvertes et d'éducation. Et nous espérons que les gens iront sur votre site web pour en savoir plus et nous espérons aussi que les gens resteront à l'écoute. Nous avons une autre réunion d'information sur la recherche jeudi à la même heure et elle aura lieu périodiquement pendant le reste de l'année. Alors, Wangari et Munia, merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir répondu à nos questions et pour continuer l'excellent travail que vous faites, toutes les deux avec vos équipes et vos partenaires dans la communauté. Je vous remercie beaucoup. Nous apprécions également l'occasion qui nous est donnée de partager les résultats de notre projet et vous nous avez donné la plateforme idéale pour le faire. Merci, Wangari. Et nous espérons que tout le monde y ira, car c'est une nouvelle série. S'il vous plaît, allez, il y a un lien d'évaluation que Sarah va envoyer à tout le monde et nous aimerions avoir vos commentaires. Et avec cela, nous vous disons merci et au revoir. Merci. Au revoir.